l'essor de la mobilité qui l'a permis. Le fait de pouvoir voyager, le fait de pouvoir aussi avoir la possibilité d'habiter un lieu et d'appartenir à un autre lieu. Donc tout ça, c'est les mobilités qui nous le permettent. Parce que comme on l'a dit, maintenant on a la possibilité d'aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. On a la possibilité d'aller s'installer en France, ce qui était difficile avant. Quand je parle avant, c'est vraiment avant la révolution industrielle, etc. Mais bien avant également l'essor des transports vers les années 1848. Mais aujourd'hui encore, on le voit au Sénégal avec l'essor du TER, mais également du péage qui a révolutionné notre bassin de vie, mais également nos pratiques au lieu. D'accord? Donc tout ça, on l'a vu la fois dernière. J'espère que j'ai été assez claire. Donc, on a vu la migration en disant que la migration, c'est une forme de mobilité. Voilà, on était arrivé à ce slide-là. Donc, on était arrivé à ce slide-là. Pourquoi? On avait dit que finalement, que la migration est une forme de mobilité spatiale. D'accord? On a vu qu'il y avait des migrations internes, on l'avait vu. D'accord? Une migration interne aussi, ça peut sembler à une mobilité résidentielle parce qu'on change de résidence. D'accord? Mais quand on parle de migration internationale, il y a forcément quoi? Franchissement d'une frontière, exactement. Donc, qu'est-ce qui fait quand même la complexité de ce terme-là? La complexité, elle vient quand vraiment les durées d'établissement changent en fonction des pays. D'accord? Par exemple, quand on est au Sénégal, on parle de migration de migrants quand vraiment la personne s'installe au-delà de combien de temps au Sénégal? En Grande-Bretagne, 1 an. La personne a l'intention, parce que je vous ai parlé également de l'intention. Parce que quand on vient d'arriver, ou bien quand on demande un visa, on n'est pas encore installé. Donc il y a la dimension, l'intentionnalité qui joue dans le projet migratoire. J'ai l'intention d'aller faire mes études, j'ai l'intention de m'installer. Donc en dehors du cadre administratif, c'est-à-dire le pays qui dit je considère qu'une personne est migrant à partir de 6 mois, il y a également l'intention de la personne qui demande à s'établir dans ce pays-là, en disant que voilà, je compte m'installer quand même pour une durée de. C'est pour cela qu'on accorde des visas touristiques, ou bien on accorde des visas de résidence, etc. Mais ça, on le verra tout à l'heure. Donc là, c'est juste pour dire que la notion, elle est complexe. Elle est complexe pourquoi? Parce qu'au-delà du changement de résidence, d'accord, on change de résidence, c'est une mobilité résidentielle, d'accord, mais qui induit forcément le franchissement d'une frontière. Mais le franchissement d'une frontière et la durabilité dépend des pays. En Grande-Bretagne et aux Pays-Bas, c'est 1 an, d'accord, l'intention de s'installer 1 an. Au Sénégal, c'est 6 mois, d'accord. En France, est considéré comme immigré, le fait de s'installer, le fait de partir, c'est émigrer, d'accord. Immigré est considéré comme immigré toute personne de nationalité étrangère qui réside dans le pays au-delà d'un délai touristique de 3 mois. Ça, c'est la France. Donc tout ça, c'est le cadre administratif. Mais nous, en tant que géographes, qu'est-ce qui nous intéresse dans cette migration-là? C'est de dire que la migration, c'est finalement le déplacement d'un individu ou d'un groupe d'individus suffisamment durable. Donc, on n'a pas mis de temporalité. Donc ça, je vous avais parlé du dictionnaire de Lévy et Rousseau. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir peut-être au niveau de la bibliothèque facultaire, mais aussi au niveau de la bibliothèque de l'université. Donc il faut aller voir le dictionnaire de géographie. Donc dans ce dictionnaire-là, les auteurs géographes, comme Lévy et Rousseau, ils disent que le déplacement, la migration induit le déplacement d'un individu ou d'un groupe d'individus suffisamment durable pour nécessiter un changement de résidence principale, donc on est dans le changement de résidence, d'accord, d'habitat aussi, et impliquant une modification significative de l'existence sociale quotidienne des migrants. Qu'est-ce qu'on avait dit de la modification significative? On en avait parlé la fois dernière. Quand on vous dit que la migration induit une modification significative,
je l'ai dit tantôt, en disant que, en fait, quand on est migrant, on vient avec notre bagage identitaire, notre bagage intellectuel, notre bagage culturel et émotionnel. D'accord? On l'a en nous. On va dans un contexte étranger, c'est ce qu'on appelle l'altérité, d'accord? On est dans un contexte étranger où on va avoir de nouveaux codes, de nouvelles contraintes, de nouvelles formes d'adaptabilité et de nouvelles formes du moins d'aménagement. Donc la migration, du moment qu'on quitte un espace qu'on connaît pour arriver dans un espace qu'on ne connaît pas, ça induit forcément une modification significative. D'accord? Ça peut être notre rapport au lieu, comment on s'approprie les espaces. S'approprier l'espace, c'est-à-dire essayer de faire l'espace tien. D'accord? Comment on s'approprie l'espace, comment on s'identifie à l'espace. Est-ce que je me sens appartenir à ce groupe-là? D'accord? Ça, c'est la modification significative. Mais maintenant, même au niveau de la connaissance des lieux, d'accord? Est-ce que je connais cet espace-là? Est-ce que je ne le connais pas? Donc, ça induit forcément une modification significative pour nous géographes. En dehors du déplacement, qui est le fait de quitter un lieu pour arriver dans un autre lieu, pour nous, la migration induit une modification significative de notre existence par rapport à l'altérité, c'est-à-dire le fait de rencontrer l'autre, le fait également de venir dans un espace où on ne connaît rien, le fait également d'être étranger dans un espace. Par exemple, quand vous êtes étudiant, vous demandez un visa, voilà, on vous l'accorde, vous arrivez en France, forcément, vous êtes dans un espace étranger. Donc, il y a des codes qui s'y imposent, il y a une manière de voir, donc vous devez vous approprier l'espace où est l'université où je vais aller, comment comprendre le code culturel des Français, comment pouvoir comprendre même les cours, parce qu'ils ont une autre manière de faire qui n'est pas la nôtre. Voilà, ils ont une manière de dispenser des cours, une manière de réfléchir à des problématisations que nous, forcément, on ne pose pas. Bon, ça a tendance à changer aujourd'hui, mais voilà, il y a des différenciations, ne serait-ce qu'à l'échelle de l'enseignement. Comment vous allez vous approprier cet enseignement-là? Quand vous habiterez avec des colocataires, comment vous allez faire pour vous familiariser à eux, etc., etc. Comment vous allez faire pour trouver à manger, parce qu'il n'y a pas de table de tout le temps. Donc tout ça amène une modification forcément significative de votre rapport au lieu. Donc pour nous géographes, en plus du déplacement, la migration induit une modification significative de l'existence. Jusque-là, ça va? Très bien. Maintenant, tout ça on l'avait vu, mais j'y reviens parce que c'est important. Maintenant, qu'est-ce qui nous intéresse nous? Donc il y a plusieurs critères à prendre en compte dans la définition de la migration. Ça, c'est important de le noter. D'accord? Il y a ce qu'on appelle le critère d'espace. Le critère d'espace, il renvoie à la notion de déplacement. Ça, on l'a vu. Il faut que la personne se déplace pour qu'il y ait migration. C'est la mobilité spatiale. D'accord? D'un lieu à un autre qui devient souvent son espace de vie. Quand vous vous déplacez pour aller dans un lieu, forcément, ce lieu-là devient votre espace de vie. C'est Daniel Couchot qui le dit, lui, il est démographe. D'accord? Donc, il dit que la migration conduit un déplacement. Ça, c'est l'espace. Ici, on prend un critère d'espace. D'accord? Si on prend le critère de résidence, le migrant, il séjourne dans un lieu autre que celui qu'il a l'habitude de vivre. Ça, c'est le BABA, on est d'accord. On quitte une résidence pour aller dans une autre résidence, ça, c'est la mobilité résidentielle. Il y a également la dimension temporelle. Temporelle, on l'a vu avec les États, de 3 mois à 6 mois. Donc, pour qu'il y ait migration, il faut au moins une petite durée d'installation. La durée d'installation, elle varie en fonction du cadre administratif du pays où on se trouve. Ça varie de 6 mois à 3 mois. Donc, ça, vous le savez déjà. Donc, on va y arriver. Donc, une durée de 3 à 6 mois. On a aussi ce qu'on appelle la migration circulaire et la migration de retour. Et ça, on le verra tout à l'heure. Ce qu'il faut noter, c'est que la migration, pour comprendre la migration, il faut convoquer plusieurs critères. Il faut convoquer le critère d'espace, la dimension spatiale. Il y a la dimension de résidence, ça aussi c'est la dimension spatiale, hein, on pourrait l'inclure, mais également la dimension temporelle. Mais ce n'est pas que. D'accord? Il y a ce qu'on appelle également le déterminant. Le déterminant, moi je n'aime pas trop ce mot, mais c'est comme ça qu'on le dit. Quels sont les déterminants de la migration? Ça, c'est une question courante qu'on pose.
Les déterminants, c'est ce qui pousse l'individu à y aller, le motif. D'accord? C'est ça qu'on appelle le déterminant. Donc, pour qu'il y ait migration, il faut qu'il y ait déterminant. Déterminant, ça renvoie à ce qu'on avait vu tout à l'heure, à l'intentionnalité, mais également au projet migratoire. C'est-à-dire, moi, qu'est-ce que je vais aller faire? Si je prends la pirogue, c'est pour aller faire quoi? D'accord? Est-ce que c'est pour aller travailler? Est-ce que c'est pour fuir des conditions socio-culturelles dramatiques? Est-ce que c'est pour fuir la pression sociale? Est-ce que c'est pour avoir suffisamment d'argent pour me marier? Etc., etc. Donc, le motif renvoie au déterminant qui est important quand on étudie les migrations. Donc, il y a le critère d'espace, le critère temporel et le critère d'activité. Il y a également d'autres critères. Ça va jusque-là? Non. Pourquoi? Parce que vous recopiez? Non. Ça, je ne suis pas d'accord par contre. Je préfère que vous écrivez ce que vous avez compris, comme je vous l'avais dit. Ensuite, on poursuit. Donc, si vous n'avez pas compris, interpellez-moi, il n'y a pas de problème. Vous écrivez, vous interpellez et on discute. Donc, il y a le critère d'espace. Je reviens sur le critère d'espace. Il y a ce qu'on appelle le critère de déterminant, d'accord? Et le critère temporel. Ça va se passer tout à l'heure, parce que ça, c'est les critères primaires. Hein? Vous avez intérêt à suivre. Ensuite, donc à partir de ces critères-là, il y a le département de la population des Nations Unies, de l'ONU, qui s'est basé sur ces trois critères pour définir en disant qu'un migrant international est quelqu'un qui est né dans un pays et qui vit dans un autre pays que celui où il est né. D'accord? Ça, c'est à partir du critère de quoi? Il s'est basé sur quoi? Pour le définir. Oui? Critère de résidence. Donc, selon cette définition, il y a 3,5% de la population mondiale donc, qui est en situation de migration internationale. D'accord? Donc, à l'intérieur de cette catégorie, selon toujours le département de la population de l'ONU, donc il y a 244 millions de migrants internationaux. Il y a de nombreux types de migration aussi, qu'on verra tout à l'heure. Donc, il y a 244. Donc là, c'est une chiffre de 2011, je pense que ça a évolué. On est maintenant à 280 et quelques, d'accord, millions de migrants quand même dans le monde. Donc 3,5% toujours, hein, mais avec un nombre beaucoup plus costaud. Donc un certain nombre d'entre elles sont définies par des catégories juridiques très précises. Donc je reprends un peu le topo. Tout ça pour vous dire que la migration, les critères de définition de la migration varient si on prend l'angle de la dimension spatiale, ou bien de la dimension résidentielle, ou bien de l'activité, ou bien de la temporalité. D'accord? Ça, c'est les critères qu'on peut mettre sur la table. Il y a d'autres critères également, ce qu'on appelle des critères juridiques. Donc, c'est pour cela que vous avez intérêt à suivre un peu. D'accord? J'ai parlé du critère spatial, résidentiel, de l'activité, d'accord, et de la dimension temporelle. Et là, on va parler des catégories juridiques, dans la définition de la migration aussi. Tout ça pour vous montrer que quand on parle de migration, on ne parle pas seulement d'une chose. Je vous renvoie à la complexité de la migration, parce que ce n'est pas seulement ces critères spatiaux temporels qu'il faut prendre en compte, mais il y a toute une dimension juridique à incorporer également dans la définition de la migration, qui permet une typologie des migrations. J'avance un peu. Donc, si on en arrive au cadre juridique, là j'ai laissé la dimension spatiale, la dimension résidence, la dimension, comment dirais-je, la dimension temporelle. Là je suis dans le cadre juridique, oui. On va y arriver. On monte très très, d'accord? J'essaie de décortiquer cette complexité. C'est pour cela qu'il faut suivre, d'accord? Et là, je reviendrai si vraiment vous n'avez pas compris. Parce que le but du jeu, ce n'est pas que vous ne compreniez pas non plus. Donc, dans le cadre juridique, on a ce qu'on appelle les migrations volontaires et les migrations involontaires ou forcées. D'accord? Ça, il faut le noter. Les migrations volontaires,
ou des migrations forcées ou involontaires. D'accord? On quitte son pays parce qu'on veut partir. Donc ça, c'est de déterminant. On veut partir, c'est volontaire. D'accord? Ou on ne veut pas partir, mais on est forcé de partir. Donc ça, c'est involontaire. Je m'explique. Les migrants volontaires, l'immigration volontaire. L'immigration volontaire renvoie à des projets économiques. D'accord? Comme la migration liée à la recherche d'un emploi de meilleure qualité ou d'un meilleur salaire. D'accord? Donc là, je migre parce que je ne retrouve pas de meilleures conditions de vie au Sénégal. Donc j'ai décidé de partir en Italie ou bien en Espagne. D'accord? Donc là, c'est mon propre gré. Je pars. Je pars parce que les conditions de vie sur place ne me conviennent plus. Donc ça, c'est un déterminant. Des projets économiques. C'est ce qu'on appelle la migration également de travail. D'accord? La migration de travail, le migrant de travail vient soit pour une durée limitée au sein de son travail, soit pour une durée plus longue qui correspond à son projet de vie. Donc, tout ça pour dire que les gens, ils migrent, soit ils se disent, mais moi je vais juste aller en Espagne, je vais travailler 6 mois dans les champs de fraises, d'accord, à Huelva. Je mets 6 mois, mais à l'issue des 6 mois, je reviens parce que je ne veux plus rester, ou bien parce que les conditions ne me le permettent plus. Voilà, donc je migre, je reviens. Ça peut être une durée qui correspond à son travail. Ça peut être également une durée plus longue. On peut dire, ben, je migre en Espagne, je m'installe, je travaille, mais une fois l'agriculture terminée ou une fois mon travail sur les champs terminé, je reste. Je décide de fonder une famille. Je me marie avec une Sénégalaise là. Voilà, donc je compte rester plus longtemps, vivre en Espagne avec ma famille. Donc tout ça, c'est des migrations économiques aussi. D'accord? Ça peut être de longue durée ou de courte durée. Ça dépendra du projet de vie du migrant. Mais c'est volontaire. D'accord? On peut migrer également pour investir. D'accord? C'est ce que font les investisseurs. Par exemple, il y a beaucoup de mourides, ce qu'on appelle le réseau transnational mouride, qui se disent, écoute, on va migrer en Italie, on fait 6 mois, on travaille, on vend nos produits, après on quitte l'Italie, on va aller en Espagne, rester là-bas un peu, après on va aux États-Unis, etc., etc. Il y a beaucoup de gens qui le font. Il faut des investissements, ce qu'on appelle les investissements transnationaux. Mais le mot transnational, on verra après. D'accord? Parce que c'est un terme beaucoup plus compliqué. Donc tout ça pour dire que la migration économique, elle est volontaire. Les migrants économiques viennent pour du travail ou bien de l'investissement. D'accord? Dans cette migration d'investissement également, on retrouve les sportifs, d'accord, les artistes et les créateurs qui peuvent avoir aussi un titre de séjour. D'accord? Par exemple, on peut obtenir un titre de séjour d'artiste. On est dans la migration liée au travail. D'accord? On parle pour du travail. On peut également être sportif, d'accord? Sportif de haut niveau, qui partent dans les centres pour aller s'installer dans les clubs étrangers. Donc, c'est des migrants de travail, toujours. Et c'est des migrants volontaires. Volontaires par rapport au cadre juridique. Parce qu'on vient, on demande un titre de séjour. Donc, c'est volontaire. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà. Ensuite, dans cette migration volontaire toujours, on a ce qu'on appelle la migration liée à des projets personnels, comme par exemple le mariage ou bien le regroupement familial. On est toujours dans la migration volontaire, d'accord? Mais on y va pour, par exemple, rejoindre son conjoint, rejoindre sa femme, rejoindre son mari, d'accord? Un projet personnel, ça c'est le regroupement familial, quand on rejoint un conjoint, mais quand par exemple on y va, voilà, pour se marier, etc., ça c'est lié à, par exemple, des projets personnels entre des individus de nationalités différentes. Donc là, j'ai rencontré quelqu'un ici, au Sénégal, on a décidé de se marier en France. Donc tout ça, ça existe, surtout beaucoup chez les artistes, chez les gens, par exemple, qui habitent dans des milieux artistiques, surtout, il y a des mariages liés à des migrations liées à des projets personnels, comme le mariage.
Mais le regroupement familial est beaucoup plus important au Sénégal. Par exemple, il y a beaucoup de femmes qui sont parties rejoindre leur mari. Surtout si on prend la migration en France, dans les années 70, je vous en avais parlé la fois dernière, en 76, quand la France a instauré le visa, donc beaucoup de migrations qui étaient circulaires, liées au système de la Noria, on en avait parlé, c'est-à-dire l'aîné qui part un moment, après qui donne le flambeau à son cadet, etc. C'était une migration circulaire qu'on appelait la migration de la Noria. Les gens ne restaient pas. Ils allaient 6 mois ou bien 1 an, ils revenaient, surtout les gens de la vallée du fleuve Sénégal, les Halpulaar et les Soninké à l'époque. D'accord? Maintenant, quand la France a instauré le visa, cette migration de la Noria-là s'est transformée en migration d'installation et de regroupement familial. D'accord? Il y a beaucoup de Soninké à partir de ce moment-là, ou bien de Halpulaar, qui ont fait revenir leurs femmes parce que tout simplement, ils avaient des difficultés pour aller et revenir. D'accord? Donc, c'est des choses qui arrivent dans le champ de la migration. Le champ de la migration, ça veut dire le champ d'un pays qui poursuit une migration dans une zone donnée. C'est ce qu'on appelle le champ migratoire. Et ça, on le verra. Il y a beaucoup de concepts qu'on verra petit à petit. D'accord? Mais pour l'instant, ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a des migrations volontaires qui sont liées à des projets économiques, mais également des migrations volontaires qui sont liées à des projets personnels. D'accord? Que ce soit le mariage ou bien le regroupement familial. Il y a également, dans tout ce sillage-là volontaire toujours, il y a ce qu'on appelle les migrations liées à des projets éducatifs. Donc ça, on retrouve les étudiants, hein? La migration estudiantine qui est très développée, mais qui est une migration aussi volontaire. On part faire ses études, on n'est pas poussé pour aller faire ses études. D'accord? On demande le visa, le cas des étudiants qui décident de continuer leur parcours universitaire. Volonté d'accroître également la compétitivité des pays d'accueil grâce à cette migration estudiantine sur le marché du travail. Et il y a beaucoup de pays qui ont encouragé aujourd'hui cette migration estudiantine grâce à ce qu'on appelle le projet Erasmus. D'accord? Qui existe même au niveau, on a une convention avec beaucoup d'universités au sein de l'UCAD, une convention qui induit cette mobilité, cette migration des étudiants. Ça peut être une mobilité de 2 mois, ça peut être également une migration. D'accord? Il y a beaucoup aujourd'hui de nos étudiants qui s'installent en Roumanie, etc., pour aller faire des études grâce à la convention qu'on a avec la Roumanie. D'accord? Donc, c'est des migrations volontaires qui s'inscrivent dans des projets éducatifs et qui sont encouragés aujourd'hui par beaucoup d'États via les conventions. D'accord? Donc, toujours dans les migrations volontaires. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les migrations involontaires. Ça, vous le savez, c'est ce qu'on appelle aussi les migrations forcées. Les gens sont forcés de partir. On est forcé de partir, d'accord, parce qu'on recherche une protection à l'intérieur ou à l'extérieur de son pays. Je m'explique. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens ce qu'on appelle les DPI, c'est-à-dire les déplacés internes. Les déplacés internes, comme au Burkina Faso. Les déplacés internes, merci. En fait, les déplacés internes, c'est des gens, par exemple, qui subissent des persécutions du moins au sein de leur propre pays, mais qui se déplacent pour connaître une mobilité, une migration interne dans un autre coin de leur pays. C'est ce qu'on appelle les déplacés internes, les DPI. Il y en a beaucoup aujourd'hui dans beaucoup de pays de la sous-région. On a beaucoup au Burkina, on a également beaucoup au Nigeria, pas la sous-région de Nigeria, mais on a beaucoup au Nigeria avec l'effet Boko Haram, qui a amené des persécutions des groupes qui se déplacent en bas du Nigeria pour aller vers le nord du Nigeria, s'installer là-bas, parce qu'ils sont victimes de persécutions à l'intérieur de leur propre pays. D'accord? C'est ce qu'on appelle les DPI. Ce n'est pas les demandeurs d'asile. D'accord? Maintenant, il y a ce qu'on appelle les demandeurs d'asile. Qu'est-ce que l'asile? Qu'est-ce que le réfugié? Parce que c'est le statut de réfugié, c'est quand on a fait la demande d'asile et qu'on a obtenu le statut de la Convention de Genève, qu'on nous appelle réfugié. Je m'explique. Un réfugié, c'est quelqu'un qui s'estime victime d'une persécution, d'accord, en raison de leur race, de sa religion, de sa nationalité, ou bien de son groupe d'appartenance, ou bien de son appartenance du moins, à un groupe ou en raison des opinions politiques.
Donc, c'est ça le réfugié. Le réfugié, c'est un statut qu'on obtient grâce à la Convention de Genève de 1951. Maintenant, ce qui se passe, c'est que la Convention de Genève a été signée par l'essentiel des pays du monde. Mais il y a beaucoup qui ne la respectent pas. D'accord? Maintenant, quand on demande le statut de réfugié, en ce moment-là, on nous appelle un demandeur d'asile. C'est quand on obtient ce statut-là qu'on devient réfugié. Tant qu'on n'a pas obtenu encore cette demande-là, on nous appelle demandeur d'asile. D'accord? Et quand on nous le refuse, cette demande, on nous appelle débouté de l'asile. On est débouté de l'asile. Mais quand on l'obtient, on est réfugié. Ça va jusque-là? Voilà. Donc quand on obtient ce statut-là, on devient réfugié. Réfugié, ça veut dire, par exemple, tu te déplaces dans ton pays où tu es menacé, persécuté, et tu viens t'installer dans un autre pays en raison d'une protection juridique et en raison que le pays qui t'accueille a signé une demande de convention, une convention du moins, la Convention de Genève, qui protège les gens qui sont persécutés en fonction de leur race, de leur ethnie, de leur appartenance politique ou bien de leur appartenance sexuelle. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui obtiennent le statut de réfugié grâce à leurs appartenances sexuelles. D'accord? Ça, il ne faut pas se mentir là-dessus. On le sait. D'accord? Surtout, le Sénégalais ne peut pas obtenir aujourd'hui un statut de réfugié. Le Sénégalais qui obtient ce statut de réfugié la plupart du temps, c'est par ce siège-là. Parce qu'on est dans un pays qu'on considère entre guillemets un pays sûr. Mais par exemple, les gens de la République démocratique du Congo, par exemple, récemment, quand on s'est rendu à Rabat lors d'un atelier, entre journalistes et chercheurs sur les questions migratoires, on a fait des enquêtes de terrain au sein d'un espace, on va dire d'un quartier qui s'appelle Salé. Donc quand on est allé là-bas, on a enquêté beaucoup de gens, des Sénégalais, mais également des Congolais de la République démocratique du Congo. Mais la majeure partie des gens qu'on a vus là-bas, ils sont demandeurs d'asile. Mais il y en a aussi qui ont obtenu le statut de réfugié au Maroc. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand ils ont obtenu ce statut de réfugié-là, parce que le statut de réfugié, normalement, ça te donne les mêmes droits que le citoyen qui habite ce pays-là. Parce qu'aujourd'hui, en France, si tu obtiens un statut de réfugié, tu as les mêmes prérogatives que, à part le vote, tu as les mêmes prérogatives que le français lambda. Mais au Maroc, qu'est-ce qui se passe? Les gens qui sont là-bas, ils ne peuvent pas travailler. Les réfugiés qui sont installés au Maroc, ils sont bloqués. Ils ne peuvent pas obtenir le statut de réfugié dans un autre pays parce qu'ils l'ont déjà obtenu au Maroc. Donc la plupart des gens, ils sont dans des associations comme Caritas, etc., la Croix-Rouge qui les aident à pouvoir vivre. Donc, juste pour vous dire que d'un pays à un autre, le statut de réfugié n'incombe pas, on va dire, les mêmes réalités. D'accord? Au Sénégal aussi, on l'a vu. Il y a la société civile qui s'est beaucoup battue pour le statut des réfugiés au Sénégal. Et l'essentiel, 96% des réfugiés au Sénégal, c'est des Mauritaniens. Donc, c'est depuis l'événement de 89 de la Mauritanie que beaucoup de gens sont venus s'installer et ont obtenu le statut de réfugié, mais n'ont pas les mêmes droits que les Sénégalais, alors que le Sénégal a signé la Convention de Genève. Vous comprenez? Donc, d'un pays à un autre, les réalités changent alors que les gens ont signé une convention. Ça veut dire que signer une convention aussi, ça ne donne pas le droit d'une application tacite, ce qu'on appelle une application tacite. Beaucoup d'États n'appliquent pas le droit international, le droit de protection internationale des migrants. Beaucoup de pays ne l'appliquent pas. Et parmi eux, il y a le Sénégal. D'accord? Donc, il y a toute une lutte de la société civile aujourd'hui pour préserver les droits des étrangers ici. Mais la bataille, elle est un peu dure. Donc, tout ça pour vous dire que le statut de réfugié, c'est quelque chose d'important. Et les gens qui l'obtiennent sont issus de pays persécutés, de pays en guerre. Par exemple, l'essentiel des gens qui sont en RDC arrivent à obtenir le statut de réfugié parce que leur pays est en guerre. D'accord? Mais, j'ajoute un mais aussi, si on prend l'exemple, par exemple, de l'Union européenne, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de gens, par exemple, ils ont mis en place ce qu'on appelle la Convention de Dublin.
d'accord, ce qu'on appelle des dublinés dans l'Union européenne. Un dubliné, c'est quoi? Par exemple, c'est quelqu'un qui, par exemple, parce que l'Union européenne a dit que maintenant, quand tu es persécuté dans ton pays, quand tu rentres dans l'Union européenne, tu demandes le statut d'asile dans le premier pays où tu t'installes. Après, tu ne peux pas demander l'asile dans d'autres pays. Ce qui veut dire que les portes aujourd'hui de l'Union européenne se sont juste, on va dire, de plus en plus externalisées, parce qu'aujourd'hui, la porte de l'Union européenne, on est descendu maintenant en Espagne, à Lampedusa, etc. D'accord? À Lesbos. Maintenant, les migrants qui arrivent, que ce soit en Syrie, en Afghanistan, mais plus au sud, qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent l'asile dans ces pays-là. D'accord? Que ce soit en Italie, d'accord? Qui n'est pas très commode dans le système des réfugiés. Ils demandent également au niveau de Malte, au niveau de la Grèce, parce que c'est les portes d'entrée de l'Europe. Ils ne peuvent plus accéder directement au statut de demande de réfugié en France, en Italie, en Allemagne, où le statut de réfugié est beaucoup plus propice que dans ces pays-là. C'est le système qu'ils ont trouvé. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont ce qu'on appelle dans le nini. Ils ne sont reconnus, ils n'ont ni le statut de réfugié, ni le statut de débouté. Ils errent comme ça. Vous les trouvez dans des coins. On va regarder une vidéo peut-être dans le cours d'après. Une vidéo où vous verrez des gens qui errent, qui pourtant sont persécutés dans leur pays, mais qui s'installent dans des poches spatiales comme ça, qui sont soit à Lesbos, dans les îles Lesbos, etc., soit à Lampedusa, ou bien tout simplement on les met dans des centres de rétention, que ce soit surtout en Hongrie et en Biélorussie. On les met dans des centres de rétention et pourtant ils ont tous les droits. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, c'est compliqué la migration. Elle est tellement complexe. Si on prend les espaces, si on prend le cadre juridique qui n'est pas respecté. Le droit international aujourd'hui n'est pas respecté dans beaucoup de pays. Et la France n'est pas un exemple, parce qu'il donne toujours la leçon en disant que nous, par exemple, quand tu obtiens le refus de réfugié, tu as tous les droits. C'est bien, c'est vrai, c'est la réalité. Mais le problème, c'est comment quitter, par exemple, ces entrées-là pour venir demander l'asile en France. C'est toute la trajectoire. Alors qu'on ne te le permet pas, l'Union européenne dit que c'est normalement le premier pays où tu t'installes, tu demandes le statut de réfugié. C'est ça le problème. Vous comprenez la logique. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a des enjeux aujourd'hui géopolitiques, il y a des enjeux stratégiques qui se jouent dans la migration internationale. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que dans cette migration qui est plus ou moins forcée, il y a ce qu'on appelle les demandeurs d'asile, c'est-à-dire les gens qui demandent pour avoir le statut de réfugié. Il y a les réfugiés, c'est-à-dire ceux qui ont déjà obtenu ce statut. Il y a également ce qu'on appelle les déboutés de l'asile, c'est-à-dire qui ont fait la demande mais qui n'ont pas eu. Et dans ce cas-là, il y a tous les problèmes du monde quand on n'obtient plus le statut de réfugié, parce qu'on est débouté, on est dans un non-maintenant pas possible, on erre dans des espaces et on est à la merci des traites, de la traite de personnes qui sévit dans beaucoup d'espaces migratoires aujourd'hui. D'accord? Oui. À une durée, non. Non, en fait, ça dépend du migrant. Par exemple, s'il se sent aujourd'hui libre d'aller, par exemple, de retourner dans son pays, il peut le faire. Il peut retourner dans son pays, mais il ne perd même pas le statut. Parce que du moment qu'il y a le statut de réfugié, tu obtiens facilement la citoyenneté de ce pays-là. Il y a beaucoup de demandeurs d'asile, par exemple, sénégalais qui sont aujourd'hui en France, mais parfois ils ont réussi à avoir la citoyenneté française. Donc ils sont plus inquiétés. Ils attendent juste qu'au bout de 5 ans, ils retournent au Sénégal en disant que voilà, ils sont plus persécutés, etc. Il y a également beaucoup de journalistes qui sont partis de beaucoup de pays à cause de la persécution. Il y a également beaucoup de gens d'orientation sexuelle qui ont pu également partir tout simplement parce que voilà, ils ont été persécutés réellement au Sénégal en fonction de leurs appartenances et de leur orientation sexuelle et ils ont réussi à avoir l'asile de notre côté. Voilà la question. Donc, la différence entre migration clandestine et migration forcée, d'accord? Les conséquences des migrations forcées sur les populations concernées. Mais ça, on le voit, ça dépend des individus. Ensuite, la différence entre migration clandestine et migration forcée, on le verra. Moi, je n'aime pas le terme de migration clandestine. Et on s'est battu, tellement battu pour que le mot clandestin disparaisse
de cette migration-là. On va le voir tout à l'heure. Donc ça, pour revenir sur les critères involontaires, on a les réfugiés, les demandeurs d'asile et les déboutés de l'asile. Pour répondre à la dernière question qui vient d'être posée, migration clandestine, migration forcée, en réalité, la migration, elle devient volontaire ou involontaire, d'accord? C'est-à-dire des migrants qui sont installés sans l'autorisation administrative, migrants qui traversent les frontières illégalement, ce qu'on appelle les migrants en situation irrégulière ou des sans-papiers. Mais pas clandestines. Là aussi, je me bataille avec les étudiants de F1 qui travaillent sur la migration clandestine au Sénégal. J'ai dit enlever le mot clandestin. Parce qu'on n'est jamais clandestin nulle part. La terre est pour tout le monde. D'accord? Soit on est dans une situation irrégulière, d'accord? Ça veut dire que le pays ne nous a pas accueillis, ne nous a pas donné le séjour, on est dans l'irrégularité, soit on est sans papier, on n'a pas de papier. D'accord? Dans ce pays-là, on n'a pas, mais on n'est pas clandestin. Le mot clandestin est péjoratif. Et dans une approche scientifique, je pense qu'il faut bannir le mot clandestin. Et on s'est battu, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec le SILEC. Le SILEC, c'est le comité interministériel de lutte contre la migration clandestine. C'est ce qu'ils avaient dit. Mais lorsqu'ils nous ont invités en 2022, donc on leur a dit, il faut que vous enlevez, monsieur le ministre, le mot clandestin, parce que clandestin, personne n'est clandestin sur terre. On est tous peut-être en fonction des États dans une situation irrégulière ou pas. Donc ils l'ont enlevé en mettant CELMI, c'est le comité interministériel de lutte contre la migration irrégulière maintenant. D'accord? Donc tout ça pour vous dire qu'il faut faire attention au mot. Mais est-ce que le migrant irrégulier est un migrant forcé? Ou bien, est-ce que c'est une migration forcée? Je vous pose la question. Oui? Est-ce que le migrant en situation irrégulière est une migration forcée? Est-ce que c'est une migration involontaire? Pas forcément. Pas forcément. Ça dépend des situations. Je l'ai mis exprès là pour vous dire que ce soit migrant volontaire ou involontaire, on a des situations toujours qui sont plus ou moins floues. Il y a des gens qui sont partis de leur propre gré, mais qui, une fois là-bas, se retrouvent dans une migration forcée. Il y a aussi des gens qui sont partis de manière forcée, et une fois là-bas, ils se retrouvent dans des situations plus ou moins qu'ils ont choisies parce qu'ils ont la possibilité de revenir. Vous comprenez? Donc toujours, il faut faire attention. Quand on parle de complexité, on n'est pas dans le linéaire ou bien dans la binarité ou bien dans la bipolarisation. Soit c'est ça, soit c'est ça. Non. On trouve toujours des catégories plus ou moins floues. D'accord? Et ça, on va le voir aussi. Ça va être compliqué encore. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y a des migrants volontaires, il y a des migrants involontaires, mais il y a des migrants aussi qui se trouvent dans une situation qu'ils n'ont pas forcément choisie. D'accord? Mais qu'ils ont choisi au début, qui à la limite aussi peuvent avoir la possibilité de partir ou de ne pas partir. D'accord? Quelqu'un par exemple qui rentre clandestinement. Je donne l'exemple des migrants partis en bateau en Espagne. Par exemple, il y a beaucoup de Sénégalais qui prennent des cailloux comme on l'a vu. Mais une fois là-bas, en Espagne, ils étaient dans une situation irrégulière. Parce qu'ils viennent de manière irrégulière sur un territoire. L'État ne leur a pas autorisé de s'installer. Ils n'ont pas de séjour, ils n'ont pas de titre administratif. Ils sont sans papier. D'accord? Mais une fois en Espagne, il y a un système, tu t'installes. L'Espagne, tu t'installes au bout de 3 ans. Chaque année, tu vas faire ce qu'on appelle l'empadronamiento. Donc, c'est un système d'enregistrement au niveau de la mairie. D'accord? Tu vas t'enregistrer régulièrement au niveau de la mairie. Et au bout de 3 ans, tu bénéficies de ce qu'on appelle la loi de l'arrêt social. L'arrêt social, c'est juste une loi qui a été introduite en 2002 et qui permet à tout migrant arrivé de manière irrégulière sur le territoire de pouvoir bénéficier au bout de 3 ans, d'accord, d'une situation régulière. Mais ces situations régulières-là, il faut la justifier par ce qu'on appelle le processus d'empadronamiento, mais également de l'arrêt au travail, c'est-à-dire pouvoir justifier
que tu travailles pendant un moment sur le territoire, même si c'était de manière informelle, ou bien au black, d'accord, c'est-à-dire dans le marché noir. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a des processus comme ça, tu arrives de manière volontaire, tu t'installes et tu as la possibilité de retourner dans ton pays, mais tu choisis quand même de rester. Donc c'est des catégories plus ou moins floues, la migration irrégulière. Ces catégories-là aussi, on retrouve aussi cette complexité dans d'autres catégories de migrants. D'accord? Par exemple, la crise de l'accueil, ce qu'on appelle la crise de l'accueil des réfugiés en Europe, les Syriens. Donc, quand il y a la guerre en Syrie en 2015, donc ça a créé un tollé dans le monde. Il y a beaucoup de Syriens qui sont partis de chez eux, d'accord, pour venir s'installer en Europe. Ils sont passés par les Balkans, Biélorussie, etc. Ils sont passés par la Mongolie pour pouvoir venir en Europe. D'accord? Donc, ils fuient pour des raisons politiques, donc on peut le considérer comme des demandeurs d'asile, d'accord? Mais ils envisagent aussi d'entrer sur le marché du travail. Donc c'est des réfugiés, s'ils obtiennent le statut, mais également c'est des migrations de travail, mais également ça peut être aussi des migrations liées à un regroupement familial. Parce qu'il y a beaucoup de Syriens qui décident, par exemple, de rejoindre leur conjoint qui était parti avant eux. Quand il y avait les prémices de guerre, il y a beaucoup de gens qui étaient déjà partis, il y a une première vague, mais il y a beaucoup de gens qui quittent aujourd'hui qui ont quitté la Syrie dans les années 2015 pour aller rejoindre leur conjoint, installés soit en Allemagne, etc. Parce que souvenez-vous, à l'époque, Angela Merkel avait reçu près d'1 million de migrants syriens. Donc il leur a octroyé le statut de réfugié, alors que la France était sur 600 000. D'accord? Donc, en 2015, quand il y a eu la crise de la Syrie, de l'accueil des Syriens, les catégories se sont floutées. Parce qu'il y en a qui ont demandé l'asile, qui l'ont obtenu, qui sont devenus des réfugiés. Mais dans cette même catégorie de réfugiés, on a vu qu'il y a des migrations liées au travail, mais également des migrations liées à un regroupement familial. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Ça va? Qu'est-ce qui ne va pas? Il faut comprendre que les catégories sont floues. C'est ça la réalité. Parce que même vous, par exemple, un Sénégalais, je donne un exemple. Un étudiant aujourd'hui qui quitte le Sénégal, je donne toujours cet exemple-là pour que vous vous sentiez un peu concerné. Donc, un étudiant qui quitte le Sénégal pour partir en France. Installé en France en tant qu'étudiant, donc c'est une migration volontaire, d'accord, liée à un projet éducatif, d'accord. Une fois en France, il rencontre quelqu'un, il s'installe, il se marie, il a des enfants. C'est une migration de famille, d'accord. Donc il y a des migrations qui sont liées. Parfois on arrive et au bout d'un certain temps, elle obtient un travail, un poste de manager, je ne sais pas, dans une entreprise. Donc, il y a également cette migration de travail. Migration de travail, migration de famille, mais également migration d'études. Vous comprenez? Donc, il y a ce chevauchement-là de statut dans le champ de la migration. Parce que la migration est un trajectoire. On est dans une trajectoire, un processus. Donc, les statuts peuvent évoluer. D'accord? Une même personne peut avoir plusieurs statuts. C'est ça les catégories floues. C'est ça la complexité de la migration. Ça va jusque-là? Oui? Oui? Sans papier. Pourquoi? Oui. Oui. En situation irrégulière, oui. Mais ils sont sans papier par rapport à ce pays-là. C'est quand quelqu'un... Attends, parce qu'il y a une nuance quand même. Il y a des gens qui sont sans papier du tout. Comment on les appelle? Les gens qui n'ont aucune identité. Il y en a tellement dans le monde. Comment on les appelle? Comment on les appelle? Plus un pour celui qui répond. Comment on les appelle? Les gens sans papier, qui n'ont aucun statut administratif. Il y en a dans le monde.
Comment on les appelle? Oui? Les SDF? Non, ce n'est pas les SDF. Comment on les appelle? On les appelle les apatrides. Les apatrides. Apatrides. Les apatrides. Ils ont une crête. On les appelle. Les apatrides. Et le mot c'est apatride. Le mot c'est l'apatridie. D'accord? On les appelle des apatrides et ils sont très nombreux dans le monde. Par exemple, il y en a au Sénégal, ils sont très nombreux. Par exemple, tu es né dans un village très reculé. Tes parents n'ont pas eu l'opportunité de te déclarer. Tu viens comme ça au Sénégal, tu entres dans l'école, etc. À un moment donné, c'est des problèmes qui se posent lors des examens. On l'a vu, il y a beaucoup d'enfants apatrides dans les examens de 6e, etc., de CM2. Il y a beaucoup de gosses aujourd'hui qui n'arrivent pas à passer les examens, tout simplement parce qu'ils n'ont pas été déclarés. Et c'est le cas surtout des migrants qui viennent de la Guinée, qui viennent du Mali et qui s'installent au Sénégal. D'accord? Il y en a beaucoup qui n'ont pas de papier, aucun papier. Même au Mali, ils viennent comme ça. Même le Niger, par exemple le Sénégal, c'était l'année dernière, le gouvernement, le ministère de l'Intérieur du Sénégal je pense qu'il a exporté plus de 300 migrants nigériens. On les a déportés de chez eux parce qu'ils étaient là pour la mendicité, etc. Ils étaient sans papier, hein? Mais quand on a vu le groupe, s'il vous plaît, on écoute. D'accord? Donc c'est ça, l'apatridie. L'apatridie, c'est des gens sans papier. Mais sans identité du moins. Mais il y a des gens qui sont sans papier. Je ne suis pas contre le mot sans papier, tout simplement parce qu'on n'a pas le papier du pays demandé. Le papier, c'est-à-dire le cadre administratif, le référent, l'identité du pays, donc on est sans papier. On est dans une situation irrégulière, on s'inscrit dans les catégories sources. D'accord? Il y a également l'exemple des migrants africains. Donc, tu parcours une migration économique, plus migration forcée, mais souvent ne sont pas infondés à demander l'asile. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a beaucoup de migrants aujourd'hui, par exemple, qui quittent le pays. Les migrants maliens, par exemple, on n'en parle pas. Mais le Mali a également connu beaucoup de coups d'État. Hein. Le Niger, pareil. Mais c'est des gens qui pouvaient demander l'asile parce que leur pays est en proie à une guerre. D'accord? Ils sont aussi persécutés politiquement. Il y a beaucoup de migrants au Mali qui étaient persécutés par le régime. D'accord? Donc ils pouvaient demander l'asile. Donc cette demande d'asile-là ne va pas à l'encontre de la migration économique. Parce qu'on peut demander l'asile pour partir travailler aussi. Donc ça chevauche un peu les statuts. On est en même temps un projet, on a en même temps un projet économique, mais également un projet politique, c'est-à-dire un projet juridique de regroupement familial ou bien un projet en lien avec le statut de réfugié. D'accord? Il y a également ce qu'on appelle le cas des femmes isolées et seules qui rejoignent leurs compagnons, qui viennent de pays en guerre. Il y a beaucoup aujourd'hui sur les routes nationales, sur les routes transnationales et sur les routes de la migration, on rencontre beaucoup de femmes venant du Nigeria, des Ivoiriennes qui traversent les frontières pour aller vraiment s'installer de l'autre côté. Donc ils traversent, ils prennent les routes migratoires, ils s'installent au Sénégal. Après le Sénégal, ils essaient le Mali. Le Mali, à partir du Mali, ils rejoignent le Maroc. À partir du Maroc, ils essaient de s'installer en Tunisie. En Tunisie, ils essaient de s'installer en Libye, etc., pour passer par Ceuta et Melilla et rejoindre l'Europe. Aujourd'hui, on a beaucoup de femmes sur les routes migratoires. Et là, je vous invite, c'est l'occasion, peut-être si vous avez le moment, pour ceux qui peuvent, on a une journée de réflexion, on a une projection de film le 10 juin. C'est près du rectorat de l'université, donc c'est à la salle Zigas. Le film s'appelle Frontières, donc on le diffusera
pour que les étudiants, le public, etc., puissent s'approprier des films qui parlent finalement de ces tracasseries-là que les gens, que les femmes subissent, parce que c'est 4 femmes qui vont traverser toute la frontière, toutes les routes migratoires ouest-africaines pour finalement arriver en France. Donc c'est toute leur historique, etc. Donc on fait beaucoup d'activités au sein du labo. Peut-être que ce sera, quand vous serez en master, Inch'Allah, vous serez beaucoup plus impliqués là-dessus. Oui? L'heure? Le Dijon, c'est à 16h, de 16h à 18h, à la salle Sigas. D'accord? On enverra par contre le lien au niveau du DIRCOM, parce qu'il faut une inscription. Comme c'est la salle, elle contient 200 personnes. D'accord? Pour ceux qui peuvent, vous pouvez vous déplacer, regarder, il n'y a pas de problème. Donc, mais si une fois vous ne pouvez pas, hein, je peux prendre aussi un jour où on peut le diffuser comme ça vous regardez, etc. Et ça, c'est une autre affaire. Je donne un autre exemple. Il y a votre camarade qui demande si l'exil est une migration involontaire ou forcée. Il peut lui répondre. L'exil. L'exil, est-ce que c'est forcé? Oui, l'exil est forcé. Parce que les gens qui s'exilent, et ça on va le voir tout à l'heure, parce que c'est des diasporas, ce qu'on appelle l'exil. On quitte carrément un pays pour ne plus revenir en général. Par exemple, c'est ce qui est arrivé aux Juifs. S'il vous plaît, vous écoutez, parce que c'est important. C'est des exemples que je vous donne, que vous pouvez mobiliser dans le cadre de votre interrogation ou de votre dissertation. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous ayez la capacité de me donner des exemples. C'est pour cela que j'explique beaucoup, je vous donne beaucoup d'exemples pour que vous puissiez vous appuyer là-dessus lors de l'examen. Ce n'est pas le fait que vous définissiez quelque chose qui m'intéresse, c'est comment vous l'appréhendez. Voilà, je vous le dis depuis le début, c'est important. Donc ne prenez pas à la légère les exemples que je donne, parce que vous pouvez vous appuyer sur ces exemples-là pour étayer vos propos. D'accord? Donc un autre exemple, on va revenir sur l'exil tout à l'heure. Donc un autre exemple, c'est ce qu'on appelle le circulaire Guéant de 2021, qui donnait l'accès difficile au marché du travail. Donc je m'explique, c'est une situation qui se trouvait dans les années 2010 en France. Il y a le Claude Guéant, qui était le ministre de l'Intérieur de l'époque, il a sorti ce qu'on appelle une circulaire qui interdit tout étudiant sénégalais ou bien étranger de pouvoir travailler dans beaucoup de secteurs. C'est ce qu'on appelle le circulaire Guéant. Parce qu'il y a beaucoup d'étudiants à l'époque qui changeaient de statut. Quand on venait en France, tu finissais tes études, c'était difficile le changement de statut, mais tu pouvais le faire. Tu pouvais changer de statut dans certains domaines parce qu'il y avait une convention de la France avec le Sénégal sur certains domaines, par exemple l'informatique, la recherche, la restauration, la sécurité, etc., etc. Il y avait 12 domaines comme ça où les étudiants pouvaient changer de statut pour pouvoir rester en France. Mais en 2011, quand Claude Guéant a sorti son fameux circulaire, il y a beaucoup d'étudiants qui se sont trouvés du jour au lendemain en situation irrégulière en France. Parce qu'ils ne pouvaient pas changer de statut, leur durée de visa liée aux études était expirée, c'était fini, donc soit ils avaient ce qu'on appelle l'OQTF, c'est-à-dire on t'envoie en OQTF, c'est-à-dire obligation de quitter le territoire. Il y a beaucoup d'étudiants qui l'ont reçu, grâce à ce circulaire-là, ils ont reçu l'OQTF, obligation de quitter le territoire. Donc quand on te donne cette obligation-là, tu as 48 heures pour quitter le territoire français. Donc du jour au lendemain, il y a beaucoup d'étudiants qui se sont trouvés dans ce statut-là. Et pourtant, ils étaient dans une situation régulière. Ils avaient la possibilité de changer. Mais du fait des changements des politiques publiques, ils se sont retrouvés du jour au lendemain dans une situation irrégulière. Donc c'est des choses qui arrivent. D'accord? Donc tout ça pour vous dire que les catégories parfois peuvent être floues dans la trajectoire migratoire. On peut passer d'une migration régulière à une migration irrégulière, du jour au lendemain. D'accord? Comme c'est l'inverse, on peut passer d'un statut d'irrégulier à un statut de régulier. Et comment ça se fait?
Mais comment ça se fait concrètement? Et comment ça se fait? Les centres de rétention? Non. Les centres de rétention, non. C'est plutôt au niveau, ce qu'on appelle les processus de régularisation. Parce qu'il y a beaucoup de pays. Par exemple, l'Espagne en a fait 6 depuis les années 70. Il en a fait 6 vagues de régularisation massive. C'est ce qu'on appelle les vagues de régularisation. Du jour au lendemain, le gouvernement décide de régulariser les migrants. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de migrants, par exemple, qui étaient dans d'autres pays, en Allemagne, en Belgique, etc. Quand ils ont entendu que le gouvernement espagnol était en train de régulariser, ils sont parcourus le pays pour venir se faire régulariser en Espagne. Donc c'est des vagues de régularisation comme ça. Il y en a eu 6 en Espagne. Je pense que c'était en premier, c'est 76, il y en a eu en 88, il y en a eu en 2002, je pense, et il y en a eu en 2006. Il y a eu plusieurs vagues de régularisation massive qui ont permis à des migrants de passer du jour au lendemain du statut de réfugié, du statut de migrant irrégulier à un statut de migrant régulier. D'accord? Donc tout ça pour vous dire que les trajectoires migratoires, le statut du migrant peut changer au cours de sa trajectoire. C'est des catégories qui peuvent être floues, et d'où la complexité de la migration. Ensuite, on revient toujours sur notre dimension. On a quitté le côté politique, juridique, d'accord? On revient sur la dimension spatiale. Quand on revient sur la dimension spatiale, là on l'a vu, vous avez les migrations internes et les migrations internationales. Ça, on l'a vu. On a également ce qu'on appelle les migrations sous-régionales et les migrations intercontinentales. Ça, c'est une autre sous-catégorisation. Migration sous-régionale. Dans l'espace régional, d'accord, de la CEDEAO. Toutes les migrations qui se passent dans l'espace CEDEAO, c'est des migrations sous-régionales. D'accord? Les migrations intercontinentales, comme le nom l'indique, c'est à l'échelle des continents. D'accord? Continentales, mais surtout en lien avec les organisations. Par exemple, si on prend l'organisation qu'on appelle le Mercosur, vous l'avez vu, c'est l'organisation qui se trouve en Amérique latine. Donc, les circulations qui se passent, les migrations qui se passent au sein du Mercosur, c'est des migrations sous-régionales. C'est le même au niveau aussi du Japon, au niveau aussi de l'Asie du Sud-Est. Toutes ces migrations-là, c'est des migrations sous-régionales parce que c'est à l'intérieur d'un espace régional qui est plus ou moins connu. D'accord? Intercontinental, c'est entre continents. Toujours dans la dimension spatiale. Il y a ce qu'on appelle les migrations communautaires. Les migrations communautaires, c'est l'exemple, c'est surtout les migrants à l'échelle de l'espace Schengen. La dimension communautaire. C'est pour cela qu'on les appelle toujours des migrants communautaires. Les migrants communautaires, c'est des migrations qui se font à l'échelle de l'espace Schengen. Ce qu'on appelle la communauté Schengen, l'espace communautaire. D'accord? Ou on a également les migrations nord-sud et les migrations sud-sud. Qu'est-ce que cela veut dire, les migrations sud-sud? Oui? Oui? Entre les pays du Sud. Pas forcément pauvres. Tous les pays du Sud ne sont pas pauvres. Vous avez le Brésil, vous avez l'Inde. D'accord? Dans les pays du Sud, vous avez l'Inde. C'est les pays à part de l'hémisphère Sud. Donc, c'est des pays qui ne sont pas forcément pauvres. Hein? Émergents, j'aime pas trop ces mots-là, mais bon. En voie de développement, PMA. Pays moins avancés, pays en développement, pays du Sud. On va prendre le Sud, d'accord? Les migrations Sud-Sud, c'est tous les pays qui se trouvent en deçà de l'hémisphère Sud, et les migrations Nord-Nord, c'est toutes les migrations qui se font entre pays du Nord. Mais il y a ce qu'on appelle les migrations Sud-Nord et les migrations Nord-Sud, d'accord? C'est tout simplement ça. Donc, il y a beaucoup de jargon que vous allez entendre quand on vous dit « Ah, les migrations sous-régionales, qu'est-ce que c'est ?» Donc, vous savez, c'est des migrations qui se passent à l'intérieur, à l'échelle sous-régionale. Mais l'échelle
sous-régional, ce n'est pas seulement la CEDEAO, c'est toutes les organisations sous-régionales. D'accord? Voilà. Communautaire, c'est plus l'espace Schengen. D'accord? Nord-sud, sud-nord. Ça va? Donc là, c'est très facile la dimension spatiale. Attendez, je vais... Voilà. Il y a ce qu'on appelle l'immigration rurale urbaine. Toujours dans la dimension spatiale, vous avez ce qu'on appelle les migrations rurales urbaines. Ça, c'est des mobilités ou bien des migrations urbaines? Est-ce que c'est des mobilités? Est-ce que c'est des mobilités? Oui. C'est des mobilités. Toute migration est une mobilité, attention. D'accord? Donc, rurale urbaine, c'est des mobilités qui sont plus ou moins internes. D'accord? Mais la spécificité, c'est qu'on quitte une zone rurale pour s'installer en zone urbaine. Donc, vous verrez également ce jargon-là. On a ce qu'on appelle des migrations rurales urbaines. Ça, il faut le noter aussi. Et j'ai rajouté quelque chose en disant que c'est grâce à ces migrations rurales urbaines que dans le champ de l'aménagement du territoire, beaucoup d'espaces aujourd'hui à Dakar sont constitués par cette migration, grâce à cette migration rurale urbaine-là. D'accord? Parce qu'à l'époque, il y a beaucoup de gens qui venaient du bassin arachidier pour venir s'installer à Fass. C'est pour cela qu'on a ce qu'on appelle le FAC de cru. D'accord? Arraché, extirpé. Donc il y a tout ce jargon-là qui vient de la migration rurale urbaine et qui était à l'horizon, et qui est à l'horizon, à l'origine du moins, de la formation de certains quartiers informels, que ce soit à Grand Dakar, excusez-moi, c'est plus vraiment informel. Grand Médine, je veux dire. Grand Médine, il y a également Fass Payotte. Il y a beaucoup de gens qui ont quitté le bassin arachidier à l'époque, qui sont venus s'installer et qui ont été à l'origine de la formation de ces quartiers-là. C'est ce qu'on appelle le fameux FAC de cru. On s'explique de son lieu, de son fief, pour venir s'installer. Ça, c'est les migrations rurales urbaines. D'accord? Je corse encore un peu. Donc, je vous donne toutes les définitions que vous verrez dans le champ de la migration. Liées à la dimension spatiale, liées à la dimension juridique, liées au projet migratoire, liées à la dimension temporelle. D'accord? Donc, si on prend le projet migratoire, ça renvoie à l'intentionnalité toujours. On a une intention, on a un projet. D'accord? Si on catégorise en fonction de ce projet migratoire-là, on a ce qu'on appelle la migration circulaire. D'accord? C'est une type de migration avec comme projet pour le migrant de retourner à la case de départ. La migration circulaire. D'accord? On circule. Et ça, je vous l'avais dit, c'est ce qui caractérise le système de la NORIA. On en avait parlé. Donc, c'est la migration circulaire. Et c'est des migrations qui existent beaucoup dans les pays d'Asie du Sud-Est. Maintenant, au Sénégal, c'est plus trop d'actualité parce que les gens ne circulent pas beaucoup. On ne circule pas d'un pays à un autre. Mais on va voir que ça, c'est relatif aussi. Et ça, je vous l'épargne. Mais dans beaucoup de pays d'Asie du Sud-Est, il y a beaucoup de gens, de groupes communautaires qui circulent dans les lieux avec comme objet, par exemple, comme projet de venir s'installer, de travailler par exemple à Singapour pendant 1 an, de retourner par exemple s'installer aux Philippines, de retourner ensuite s'installer dans d'autres pays. Donc il y a beaucoup cette migration et beaucoup d'actualité dans les pays d'Asie du Sud-Est, liées effectivement à des migrations de travail, mais aussi à un projet de circuler. On circule, on ne s'installe pas. C'est la migration circulaire. D'accord? Il y a ce qu'on appelle la migration définitive. Il y a des gens, et ça rejoint un peu l'exil. Mais ça, c'est une dimension de projet. On migre pour s'installer définitivement dans un pays. Par exemple, on quitte son pays pour s'installer définitivement. Il y a des gens qui ont quitté définitivement leur pays. Et ça renvoie aux réfugiés
D'accord? Il y a beaucoup de réfugiés qui ont fui la guerre. Ils ne veulent même plus entendre parler de notre pays parce qu'ils ont été persécutés. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui n'osent même plus revenir au Sénégal. C'est pareil. D'accord? Quand on a vécu la persécution quelque part, on opte pour une migration définitive. Cette migration définitive-là, si on prend en compte ton projet migratoire, ça veut dire que le projet, c'est de ne plus revenir. D'accord? Donc, en fonction du projet migratoire, on peut également catégoriser les migrations. C'est juste pour vous dire ça. Par exemple, si je vous pose aujourd'hui la question en vous disant, par rapport au projet migratoire, quels sont les types de migration qu'on peut trouver? Facilement, il y a la migration circulaire qui renvoie à l'idée de ne pas rester, et la migration définitive qui renvoie à l'idée de rester. Est-ce que je me fais comprendre? Par exemple, la typologie, quand je vous dis une typologie, vous me dites en fonction de cette typologie-là, quels sont les types de migration qu'on peut trouver. D'accord? Ça va jusque-là? Votre oui l'a aidé, hein? Ça va? N'hésitez pas, hein? Si vous n'avez pas compris, on reprend, il n'y a pas de problème. Voilà. Écoutez, s'il vous plaît, oui? Les Juifs, écoutez, oui? Les Palestiniens avec les Juifs, c'est une forme de migration communautaire. Du point de vue quel aspect? Tu prends quel critère? Si tu prends le critère spatial, par exemple, c'est des migrations. C'est quelle migration? Si tu prends le critère spatial, comme s'ils sont à proximité, ils appartiennent à un même ensemble régional. D'accord? Ça peut être une migration internationale parce qu'on franchit la frontière. Ça peut être également une migration régionale parce qu'ils sont à l'intérieur d'une même région. Mais si on prend, par exemple, l'aspect juridique, c'est volontaire ou involontaire? Involontaire. Vous comprenez les critères, quand vous les prenez, ça vous donne d'autres types de migration. Par exemple, quelqu'un peut partir la dimension spatiale, par exemple, je franchis une frontière, mais quand on prend le cadre juridique, je le franchis pour quel motif? Par exemple, si on prend le déterminant, c'est par rapport à mes études, d'accord? Si on prend par exemple le déterminant juridique, c'est volontaire par rapport à mes études, d'accord? Mais si on prend un autre déterminant, par exemple le déterminant lié par exemple à une dimension projet migratoire, est-ce que je compte m'installer définitivement ou bien est-ce que je circule? C'est comme ça qu'il faut comprendre les critères, d'accord? Une catégorisation des migrations en fonction de l'angle d'attaque où on se pose. Quand c'est le critère spatial, on a les migrations internes, on a les migrations internationales, on a les migrations sous-régionales, on a les migrations nord-sud, sud-sud, d'accord? Si on se place du point de vue juridique, on a les migrations internes, les migrations volontaires, les migrations involontaires. On a également des catégories qui sont plus ou moins floues. D'accord? Si on se base sur la dimension projet migratoire, on a les migrations circulaires et les migrations définitives. Donc en fait, c'est comme ça qu'il faut comprendre les approches. D'accord? Selon le critère que vous prenez, quels sont les types de migration qu'on peut trouver? D'accord? D'accord? Ça va jusque-là? Non? Oui? Qui dit non? Derrière? Est-ce que tu n'as pas compris? Je t'écoute. Oui? Qu'est-ce qu'on? Excusez-nous. Derrière? Oui? Oui? Oui, oui. Est-ce qu'on le montre? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ce que vous dit votre camarade, c'est qu'il y a la dimension médiatique aussi. Parce qu'il y a beaucoup de drames qui sont montrés, par exemple des pirogues qui s'échouent, etc. Donc on montre, parce qu'il y a la dimension de communication aussi que les médias peuvent montrer. Mais il y a beaucoup d'atrocités qui se passent à l'intérieur d'autres migrations qu'on ne montre pas, ça c'est sûr.
Mais ça aussi, nous, géographes, mais également nous, scientifiques, notre rôle, c'est de décortiquer cela. Et c'est tout l'enjeu du débat qu'on a eu avec nos journalistes, quand on le dit, quand vous parlez de crise migratoire, qu'est-ce que vous mettez derrière? Est-ce qu'il y a crise réellement migratoire? Ou bien est-ce que c'est l'Union européenne qui vous paye pour que vous disiez vraiment qu'il y a une crise? Donc il y a tous ces aspects-là à prendre en compte. Il y a toute une dimension politique dans la migration qu'il faut prendre en compte quand on travaille sur ces sujets-là. D'accord? Je corse encore un peu. Donc, là, c'est juste pour récapituler. Par exemple, quand on prend le déterminant, c'est les raisons, c'est les motifs. D'accord? C'est toujours les raisons du départ, les motifs du départ. C'est ça qu'on appelle les déterminants de l'activité. Si on prend cela, on a une migration économique, on l'a vu, migration forcée, expatriation, regroupement familial, migration climatique, migration pour raisons de santé, migration culturelle. Ça va jusque-là. Quand on prend la dimension temporelle j'ai dit, hein, temporelle, on a, par rapport au pays, on peut être migrant de passage, on peut être émigré aussi. Est-ce que vous êtes d'accord? Là, je force un peu pour voir si vous avez compris tout ce que je viens de dire. Quand on prend la dimension temporelle, est-ce qu'on peut parler d'émigrer et d'immigrer, la dimension temporelle? J'essaie de voir si vous avez compris. Qu'est-ce que l'émigration? L'émigration, qu'est-ce que cela signifie? Notez pas, sinon vous n'allez rien comprendre. Qu'est-ce que l'émigration? Oui? C'est le fait de venir. Non. C'est le fait de quitter. C'est l'immigration. D'accord? Voilà, c'est le fait de quitter, de partir. D'accord? On part, on émigre. D'accord? L'immigration. L'immigration, très bien. Très bien. Donc, ça c'est facile. L'immigration. Et le migrant dans tout ça, c'est quoi? C'est quoi le migrant? C'est quoi le migrant? Vous avez bien compris l'immigration, mais c'est quoi le migrant? C'est les deux? D'accord. Le migrant, c'est les deux. Est-ce que le migrant, c'est les deux? Et quelle est la différence? Je ne sais pas, mais bon, ils sont compliqués. Qu'est-ce que l'étranger? Est-ce que l'étranger, c'est le migrant? Qu'est-ce qui différencie l'étranger du migrant? La durée. Très bien. La durée d'installation. D'accord. Est-ce qu'on peut être étranger et migrant en même temps? Oui. Très bien. Là, on peut avancer. Donc, être migrant signifie être étranger, d'accord? Donc, être migrant, immigré ou émigré, d'accord? Signifie être étranger ou avoir une origine étrangère. L'une impliquant la venue d'ailleurs, l'autre la jouissance de la nationalité du pays. Donc, le migrant, c'est celui qui vient d'ailleurs, et l'étranger, c'est celui qui n'a pas la nationalité du pays. Mais un migrant est un étranger. Est-ce que je me fais comprendre? Un migrant international. On reprend. C'est pour cela qu'il faut suivre. Parce qu'il y a beaucoup de jargon. Là, aujourd'hui, l'idée du cours, c'est de décortiquer. Quand on va vous dire migrant économique, vous saurez de quoi on parle.
Quand on vous dira migration circulaire, vous saurez. Quand on vous dira étranger, vous saurez de quoi on parle. Parce que ça, c'est les bases. D'accord? On reprend. Ce n'est pas la peine de recopier parce que vous ne comprendrez rien. Moi, l'idée, c'est vraiment de comprendre ce que je dis. Voilà. Ça, c'est juste un support pour moi. Je vous explique. Donc, être migrant, d'accord, signifie être étranger. On est étranger. Quand on est migrant, surtout international, on est étranger. D'accord? Ou avoir une origine étrangère. On a une origine étrangère. Vous savez qu'il y a beaucoup de migrants maintenant qui acquièrent la nationalité du pays. Mais on est migrant quand on a une origine étrangère. On n'est pas forcément étranger quand on est migrant. Je vais vous dire pourquoi. C'est pour cela que je vous dis ça se corse un peu. D'accord? L'une impliquant la venue d'ailleurs et l'autre la citoyenneté, la non-jouissance de la citoyenneté du pays. Parce que quand on est étranger, on ne jouit pas de la citoyenneté du pays. D'accord? C'est être étranger. Un migrant peut être étranger, mais un migrant peut ne pas être étranger, mais d'origine étrangère. C'est ça qu'il faut noter. Un migrant peut être étranger parce qu'il peut ne pas avoir la nationalité du pays, mais un migrant peut ne pas être étranger, mais d'origine étrangère. Est-ce que je me fais comprendre? Je reprends. Je donne un exemple. Fatou, je donne n'importe quel. Voilà. Donc Fatou quitte le Sénégal. Fatou est sénégalaise. Longtemps, tout ce que vous voulez. Elle part rejoindre son mari. D'accord? En Allemagne. Elle est sénégalaise. Elle a la citoyenneté sénégalaise. Son mari a la citoyenneté allemande. D'accord? Donc Fatou quitte le Sénégal. Pour des raisons de regroupement familial, elle s'installe en Allemagne. Au bout de 5 ans, elle obtient la nationalité allemande par mariage. Qui est-elle, Fatou? Est-ce une étrangère? Est-ce une migrante? Migrante. Mais est-ce qu'elle est étrangère? Elle est plus étrangère, mais elle est d'origine étrangère. Est-ce que je me fais comprendre? Donc Fatou est là. Les Fatou sont nombreux, les Mourous sont nombreux à l'échelle du monde. C'est ça en fait l'idée. Un migrant, c'est les deux faces. Mais un migrant peut être étranger, je n'ai pas la nationalité. Par exemple, un apply qui quitte le Sénégal pour aller s'installer pour des raisons d'études au Canada. Il reste au Canada au bout de 10 ans. Mais Ablaye n'a pas la nationalité canadienne. Mais il a juste un statut, par exemple, de travailleur. Les fameux statuts qu'on donne de travailleur de 5 ans qu'il renouvelle. Tous les 5 ans, il va les renouveler. Mais Ablaye, qui est-il? Ablaye, il est étranger. Mais il est migrant aussi. D'accord? Donc c'est juste ça. Ensuite, je complique un peu la chose encore. On peut être ainsi immigré et ne pas être étranger. C'est ce qu'on appelle les personnes naturalisées. Quand vous entendez que la personne a été naturalisée, c'est-à-dire la personne a obtenu la nationalité du pays d'accueil. C'est ça la naturalisation. C'est un terme que vous allez rencontrer. Ah, je vous dis, ah, moi j'ai été naturalisée française, moi j'ai été naturalisée canadienne, moi j'ai été naturalisée, voilà, américain, etc. C'est ça le processus de naturalisation. D'accord? Donc, pour être étranger sans être immigré, est-ce que vous savez que quelqu'un peut être étranger sans pour autant être immigré? Comment? Je reprends l'exemple de Fatou. D'accord? On prend un autre exemple, Marianne. Donc Marianne, elle quitte le Sénégal. D'accord? Il va rejoindre son mari toujours, son mari Hassan. Il va rejoindre Hassan. Il s'installe en France. D'accord? Hassan est étranger. Marianne aussi. D'accord? Ils se marient en France. Ils s'installent et se marient. Ils étaient venus pour des études, mais ils s'installent et se marient en France. D'accord?
Donc, Ablaye et Marianne, Hassan Dumois et Marianne sont des étrangers immigrants. Mais leurs enfants, ils ont un enfant, ils se marient, ils ont un enfant. Donc, un enfant, Mondou, qui, après, a 5 ans. Qui est Mondou alors? Quel statut il a? Quel statut il a? Est-ce qu'il est migrant? Est-ce qu'il est étranger? Oui, il est étranger. Il est étranger. Non, il est étranger. Il est étranger pourquoi? Attention, c'est important ça, parce que je vais vous donner ces genres d'exemples à l'examen. Il est étranger et pas migrant. Pourquoi il n'est pas migrant? Est-ce qu'il est migrant? Il est né là-bas, il n'est pas migrant. Mais est-ce qu'il est étranger? Non, pourquoi il n'est pas étranger? Quand on est né en France, on n'est pas étranger. Le droit de sol, ça ne se passe pas comme ça. Exactement. Écoutez, c'est important. Mamadou, leur enfant, d'accord, qui a 5 ans, Mamadou, il est pas migrant, mais il est étranger. Parce que tout simplement, ses parents n'ont pas la nationalité française. Donc lui, même le droit de sol, parce que la France c'est le droit de sol, ça veut dire que quand tu nais en France, tu as la possibilité d'avoir la nationalité, la possibilité. Mais c'est au bout de tes 13 ans, voire 18 ans, que tu dois faire une demande, que tu dois introduire au niveau du préfet. Donc c'est le préfet qui te convoque, qui fait un entretien et à l'issue de ça, il peut t'octroyer ou pas la nationalité. Donc, la nationalité française, elle n'est pas systématique. Donc, ce fameux Modou-là, qui est né de l'union de Hassan et de Marianne, il est bel et bien étranger. Mais il n'est pas migrant. Vous voyez la subtilité? Donc, il faut faire attention. On peut être né dans un pays, d'accord, mais ne pas avoir la nationalité de ce pays-là. Parce que tu fais des contraintes administratives de ce pays. C'est pour cela, un migrant, il peut ne pas être étranger. Un migrant, est-ce qu'il peut ne pas être étranger? Un migrant. Est-ce qu'un migrant peut ne pas être étranger? Comment? Oui? Il a la nationalité. Vous avez peur de vos mots là? Vous êtes perdus? S'il est naturalisé, d'accord? S'il est naturalisé, il devient quoi? Vous êtes perdus là. Vous êtes complètement perdus. On reprend. C'est simple. Un migrant, il est étranger ou pas? Oui. Un migrant, il peut avoir l'origine étrangère ou pas? Oui. Répondez de manière sûre, comme ça je suis convaincue que vous êtes sûr. Donc, il est d'origine étrangère. Dans quelle situation le migrant est d'origine étrangère? Quand il est naturalisé, d'accord? Quand il est naturalisé, il devient quoi? Il devient migrant d'origine étrangère, régulier. Oui, il est régulier, c'est vrai. Mais il a la nationalité du pays, d'accord? Donc un migrant est soit étranger ou bien d'origine étrangère. Quand on dit qu'il est d'origine étrangère, c'est forcément qu'il a acquis la nationalité du pays d'accueil. Il a été naturalisé. D'accord? Mais on peut être, d'accord? On peut être migrant. Est-ce qu'on peut être migrant et ne pas être étranger?
Oui, parce qu'on peut être d'origine étrangère. C'est ça la subtilité que je veux que vous reteniez. D'accord? Autre chose, on peut être. Autre chose encore, on peut être étranger sans pour autant être migrant. D'accord? On peut être étranger sans pour autant être migrant. Vrai ou faux? Quel exemple? L'exemple de Mamadou que j'ai donné, c'est très bien. Voilà, on passe très rapidement. Donc ça, vous avez compris, hein? Vous avez compris que les catégories peuvent être floues. Mais en général, le migrant, il est étranger. Quand il acquiert la nationalité du pays, il est migrant, mais d'origine étrangère. D'accord? Et les migrants, c'est les deux faces. Oui? Écoutez, s'il vous plaît. Devant. Devant. Écoutez. Oui? Écoutez votre camarade. Oui? Canton français. Oui. Quand un Français et un Sénégalais se marient, tu peux te lever un peu et parler plus fort? Excuse-moi. Oui. 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 En français, oui. Par exemple, écoutez ce qu'il dit, c'est important. Quand un Français et un Sénégalais se marient, leur enfant il devient français. Parce que c'est un droit de sol. Pour que le droit de sol s'applique, il faut qu'au moins un des parents soit français. D'accord? Automatiquement. Quand un des parents est français, l'enfant devient automatiquement français. D'accord? Quand les deux parents sont étrangers, l'enfant ne devient français qu'à partir de 13 ans ou bien à partir de 18 ans, quand il aura fait la demande. Cette demande-là peut être rejetée ou bien acceptée. D'accord? Donc ça aussi, le processus de naturalisation et de citoyenneté, ça dépend des États. Là, on revient sur les catégories pour vous dire que les catégories sont floues. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un migrant est soit étranger, soit d'origine étrangère. Quand rentre le processus de naturalisation, il est migrant mais d'origine étrangère. D'accord? Parce que toujours un migrant est né dans un autre pays. C'est ça la spécificité. On est migrant quand on est né dans un autre pays. On est né dans un autre pays, on vient vivre dans un autre pays. Le franchissement d'une frontière, ne l'oubliez jamais. C'est ça qui caractérise le migrant. On est né quelque part, on va venir vivre dans un autre pays. Mais ce pays-là, du fait des facteurs juridiques, politiques, etc., peut nous accorder la nationalité ou pas. Mais on est toujours d'origine étrangère. Est-ce que je me fais comprendre? Parce qu'on est né ailleurs. Le migrant est toujours né ailleurs. D'accord? C'est ça qu'il faut retenir. Après, à l'issue de ça, d'accord, de cette catégorisation, on a les migrants, le migrant international. Le migrant international, c'est celui qui quitte un pays pour venir s'installer dans un autre pays. Le migrant interne, c'est celui qui quitte un espace au sein d'un même pays pour venir s'installer dans un autre espace. Quand on connaît la migration rurale et urbaine, on quitte le rural pour venir s'installer dans l'urbain. D'accord? Mais c'est des migrations internes. Alors que la migration internationale, elle induit forcément le franchissement d'une frontière. D'accord? On peut être migrant transnational, ça on va y revenir. Je vous laisse le mot transnational parce que c'est compliqué. On a également ce qu'on appelle les frontaliers. Les frontaliers, c'est quoi? Parce que c'est des formes de migration aussi, le frontalier. Le frontalier, c'est qui? Oui? Oui. Mais le terme de frontalier, on le retrouve beaucoup plus en Europe. Parce qu'ici, on ne parle pas de frontalier au sein de l'Afrique de l'Ouest. Mais quand vous allez, par exemple, en Suisse, en Allemagne, toute la frontière suisse, toute la Lorraine, etc., les gens qui habitent là-bas, qui quittent le matin la France pour aller travailler en Suisse, on les appelle des frontaliers. Mais c'est des migrants, mais c'est des migrations de travail. C'est une migration spécifique qui est liée à la frontière. Et ça, on le retrouve plus spécifiquement en Suisse et en Allemagne. Par exemple, les gens qui quittent l'Allemagne pour aller en Suisse, les gens qui quittent la France pour aller travailler en Suisse parce qu'ils habitent la frontière.
Les migrants qui habitent la frontière, qui vont travailler dans un autre pays, on les appelle les frontaliers. Ça, je vous mets tous les jargons que vous retrouvez. Quand je vous dis, est-ce qu'un frontalier, c'est un migrant? Bien sûr que c'est un migrant, mais c'est un migrant qui habite la frontière. D'accord? Il faut le noter ça. Le frontalier. Après, on a le migrant interne. On a ce qu'on appelle également le travailleur saisonnier. C'est un migrant, hein, le travailleur saisonnier. C'est qui? Le travailleur saisonnier. C'est une spécificité de l'Espagne. D'accord? Dans les pays d'agriculture, on les retrouve également aux États-Unis, les travailleurs saisonniers. C'est des travailleurs qui quittent un État pour venir s'installer dans un autre État, mais au sein de la corne verte. D'accord? Pour l'agriculture, etc. Je vous donne des spécificités que vous allez peut-être rencontrer. C'est ce qu'on appelle les travailleurs saisonniers. Ils vont vers la culture pendant une saison, pendant la saison des pluies ou bien pendant l'automne, l'hiver, etc. Et dans une autre saison, ils vont s'installer ils vont revenir dans leur pays. Mais c'est des migrants, d'accord, qui quittent des États pour s'installer dans un autre État, mais liés à une caractérisation de la saisonnalité de l'activité. Ça va jusque-là? D'accord. Donc, on a les personnes déplacées, je vous en avais parlé, que ce soit les DPI, d'accord? Les DPI, c'est quoi? Les DPI, c'est quoi? J'en avais pas, parce que c'est des mots, hein? Je vais vous les demander. Les DPI, c'est quoi? C'est les déplacés internes. Mais c'est involontaire, c'est une migration involontaire, mais c'est les déplacés internes. On les retrouve où exactement? J'ai donné un exemple tout à l'heure. Au Burkina Faso, au Nigeria, d'accord? Même au Mali, on les trouve beaucoup dans la sous-région. C'est des déplacements à l'intérieur d'un même pays, d'accord? Mais il y a également ce qu'on appelle les personnes déplacées. C'est les personnes qui se déplacent, qui sont déplacées d'un pays à un autre, d'accord? Alors que les déplacés internes, c'est les déplacés à l'intérieur d'un même pays. Je vais prendre le temps de répondre aux questions. Très rapidement, je termine ce slide-là. Donc, on a ce qu'on appelle les demandeurs d'asile, c'est quoi? Là, on récapitule. Les demandeurs d'asile, c'est quoi? Les demandeurs d'asile. Quelle est la différence entre un réfugié et un demandeur d'asile? Qu'est-ce qu'un réfugié? Oui? On dirait que ce groupe-là est plus dynamique. Je me déplace par là. Qu'est-ce qu'un réfugié? Je vous écoute. Oui? Oui? Non, allez-y, allez-y. Oui? Oui, c'est celui qui a obtenu le statut de réfugié. Mais qu'est-ce qu'un réfugié? Tu ne vas pas te limiter à celui qui a obtenu la demande d'asile. C'est quoi un réfugié? Oui? C'est une? Tu peux te lever? Oui, lève-toi, tu parles. D'accord, oui. C'est très bien. Quand la personne est victime de persécution, en fait c'est le mot persécution qui est important dans le caractère de réfugié. Persécution liée à son appartenance à une race, d'accord, sa religion, à une appartenance politique, etc. Donc il est pourchassé pour ça et il va s'installer dans un autre pays, mais où il obtient sa demande. Il fait une demande, mais il l'obtient. C'est quand il l'obtient qu'il devient un réfugié. Et quand il ne l'obtient pas, qu'est-ce qu'il devient? Un débouté de l'asile. Et quand il fait la demande, c'est en ce moment-là qu'on l'appelle demandeur d'asile. D'accord? Donc, toujours le statut de réfugié, c'est quelqu'un qui a obtenu cette demande-là, mais qui a été victime de persécution. D'accord? Et qu'est-ce qui lui donne ce droit-là à l'échelle internationale? La Convention de Genève de 51. C'est important, d'accord? Voilà, c'est très bien. C'est très, très bien. Donc, dans cette même catégorie, comment on appelle, qu'est-ce qu'un apatride? Qu'est-ce qu'un apatride? Oui? D'accord. Donc, c'est des personnes qui sont au-delà de sans papier, sans identité. D'accord? Voilà, c'est ça l'apatride. Maintenant,
statut de mineur isolé. Vous l'avez entendu, les mineurs isolés. C'est un autre statut de migrant, hein, quand on vous parle de mineurs isolés, ce qu'on appelle les MENA. Quand vous entendez MENA, c'est les mineurs isolés. Non accompagnés. Le statut de MENA. C'est le statut de ce qu'on appelle les MENA. C'est des mineurs isolés non accompagnés. En réalité, c'est quoi? C'est des mineurs, par exemple, qui quittent leur pays pour venir s'installer dans un autre pays. Mais la spécificité de ce groupe-là, c'est qu'ils obtiennent directement l'asile. D'accord? En général, les mineurs sont pris en charge par la Convention de Genève très rapidement. C'est pour cela que vous voyez beaucoup de mineurs qui arrivent aujourd'hui, qui prennent les bateaux, qui viennent s'installer, qui prennent les pirogues. Une fois arrivés sur place, ils sont recueillis par la Croix-Rouge qui leur fournit un autre traitement. Un traitement qui est différent du traitement du migrant qui est majeur. Parce que c'est des mineurs. Les mineurs, dans le champ de la migration, ils ont un statut particulier. Mais le problème qui se pose aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est qu'il y a beaucoup de gens qui trafiquent ce statut de mineur-là. Quand ils arrivent en Europe, ils se disent mineurs pour bénéficier du statut d'asile, pour bénéficier de la mesure de la protection des mineurs. Parce que la mesure de la protection des mineurs, c'est une mesure qui a été octroyée par le droit international des enfants. Donc, tout enfant qui quitte son territoire seul, non accompagné, il doit être pris en charge de l'autre côté très rapidement et il doit bénéficier de la citoyenneté du pays. C'est pour cela que vous voyez beaucoup de Nigériens, beaucoup même de Sénégalais qui partent en étant mineurs. Une fois arrivés là-bas, ils bénéficient de cette protection-là des mineurs. Mais qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, il y a des gens qui se disent mineurs, mais qui ont au-delà qui ont 18 ans, 19 ans, 20 ans, qui viennent en Europe en se disant mineurs. Mais ce que font les Européens, ils ont élaboré ce qu'on appelle les tests osseux. Ils testent l'os. D'accord? Les tests osseux sont très interdits en France, mais ça s'applique. D'accord? Ils testent l'os. Quand ils testent les os de tes phalanges, ils se rendent compte que c'est des os qui datent des os qui ont 20 ans. Et donc, du coup, tu es dégoûté de cette demande-là. Donc, c'est des stratégies que les migrants utilisent, mais de l'autre côté, font voilà. Donc, je vais peut-être répondre aux questions. Est-ce que vous avez compris les catégorisations? Ça va? Donc, je vais voir les questions. Ça, on a. Si on considère, écoutez s'il vous plaît, c'est important les questions parce que ça me permet d'aborder des choses que je n'ai pas eu le temps d'aborder. Donc écoutez s'il vous plaît. Donc si on considère que dans chaque migration, il y a l'intention de retourner, comment on pourrait considérer ceux qui migrent et qui finalement finissent par trouver les moyens de rester définitivement? Je reprends la question. Donc l'intention. Comment on pourrait considérer ceux qui migrent, l'intention de retourner? Comment on pourrait considérer ceux qui migrent et qui finalement définissent? Non, mais il y a deux choses. Soit on migre, c'est l'intentionnalité. Soit tu as l'intention de t'installer, et ça c'est une intention. Parce que je vous ai dit dans la migration, il n'y a pas seulement le déplacement, il y a l'intention, mais également le projet migratoire. Mais le projet migratoire, il n'est pas fixe. Ça dépend des réalités contextuelles. Ça dépend des réalités que le migrant va être confronté parce que la vie n'est pas un fleuve tranquille. Parfois, on y va, on connaît beaucoup de contraintes, on retourne chez lui. Par exemple, parfois on y va, on trouve un conjoint, on se marie, on reste. Donc, mais ce qui est important, c'est l'intention de départ. Par exemple, si tu as l'intention de rester, ça c'est une migration définitive. Quand tu as l'intention de retourner, de venir, ça c'est une migration circulaire. Par exemple, tu as l'intention de revenir et de repartir. Du moment que tu as l'intention de revenir et de rester, c'est une migration, comment on l'appelle?
définitive. Quand tu décides de rester dans le pays d'accueil, c'est définitif. Quand tu décides de circuler, c'est une migration circulaire. Mais quand tu décides, par exemple, de retourner complètement chez toi, comment on t'appelle? Parce que c'est important ce qu'elle a dit. Je ne sais pas si c'est il ou elle, mais il dit que, par exemple, si tu as l'intention de retourner chez toi et de rester définitivement, comment on t'appelle? Les migrants de retour, c'est tout. Une migration de retour définitive. Tu retournes, il y a des gens qui sont retournés chez eux. Lui, il demande le support. Les migrants de la CEDEAO peuvent vite être considérés comme des migrants communautaires. Les migrants de la CEDEAO, est-ce qu'ils peuvent être considérés comme des migrants communautaires? Oui? Oui? Est-ce qu'ils peuvent être considérés comme des migrants communautaires, les migrants de la CEDEAO? En fait, j'ai dit communautaire. En réalité, ça renvoie beaucoup plus aux migrants qui sont installés au niveau de l'espace de l'Union européenne, de la communauté européenne. D'accord? Quand les migrants à l'espace de la CEDEAO, on les appelle des migrants sous-régionaux. C'est des migrations sous-régionales, beaucoup plus. Mais si on prend l'étymologie, on peut les appeler des migrants communautaires. Mais dans le jargon des migrations, quand on parle de migrants communautaires, c'est surtout en lien avec ceux élaborés au niveau de l'espace Schengen. D'accord? C'est ça qu'il faut retenir. Pourquoi la morbidité? Bon, c'est pas nous. Donc, le coup. Dans quel statut migratoire on peut qualifier les footballeurs qui quittent leur pays pour aller jouer dans un autre pays? Ça, on l'a vu. Les footballeurs, c'est quelle migration? C'est une migration, mais également économique, liée au travail. On l'a vu, migration liée au travail. D'accord? Pouvez-vous nous... Lorsqu'un couple français, écoutez bien, lorsqu'un couple français obtient un enfant, ce dernier a-t-il la nationalité étrangère ou pas? Vous aussi. Non, mais elle n'a pas fini, hein? Elle dit s'ils ont un enfant, par exemple, au Sénégal. Ah, elle n'a pas fini, hein? Écoutez bien votre camarade. Il dit, lorsqu'un couple français, c'est un couple français, il a dit, hein, obtient un enfant, ce dernier a la nationalité étrangère ou pas? Mais ça dépend de où il est, où il vit. Par exemple, un couple français qui vit au Sénégal. D'accord? Ils ont un enfant. Cet enfant-là, il a la nationalité sénégalaise ou pas? C'est ça, hein? Un couple français qui s'installe au Sénégal. L'enfant, il a la nationalité sénégalaise ou pas? Très bien. Mais il peut avoir la nationalité française. Très bien. Bon, on va s'arrêter là. Oui.